Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ces nouvelles rencontres juridiques organisées par Bubblein, avec la présence aujourd'hui d'Arnaud Schneewes de la médiation de l'assurance qui va nous donner tout un tas d'informations au sujet de la médiation, qui est un vaste sujet. Je crois. En tout cas, Arnaud, c'est ce que vous allez nous expliquer. Nous sommes plus d'une centaine aujourd'hui, donc merci à tous parce que c'est un vrai succès que ces rencontres juridiques. En quelques mots, je me présente et je vais présenter Bubblein avant de laisser la parole à Karim et Arnaud. Donc, je m'appelle Corinne Monteil, je suis en charge du développement de Bubblein. Bubblein, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et je crois que vous êtes de moins en moins nombreux à ne pas nous connaître, c'est un outil dédié aux courtiers en assurance, un outil qui est une plateforme de service et une marketplace également, dont la mission, l'objectif et l'ambition est de vous mettre à disposition des utilitaires vous permettant de faciliter votre activité au quotidien, donc utilitaires tels que CRM, outils d'aide à la mise en conformité, tableau de bord également. On parlera bien évidemment du traitement des réclamations grâce et avec Bubblein, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous avons également à disposition pour vous une marketplace qui vous permet d'accéder à des grands fournisseurs du monde de l'assurance, tels que Swiss Life, Harmonie Mutuelle, Mutlog, où vous avez accès à des produits tels que les deux roues avec FEMA, par exemple, ou encore de l'assurance emprunteur, qui est également un sujet d'actualité. Vous avez également accès à de l'assurance santé et à bien d'autres produits, aussi bien en tarification qu'en souscription. Voilà, donc on aura également l'occasion d'en reparler pendant quelques minutes d'intervention. Vous aurez également des pop-up qui vont apparaître, qui vont vous permettre alors aussi bien d'accéder au site de la médiation, mais également à une offre de Bubblein avec des offres de mois gratuits. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer, à utiliser. Sur votre droite, et je vois que on a déjà des experts du domaine, vous avez un chat. Profitez, vraiment, j'insiste, parce que notre quotidien chez Bubblein, c'est d'échanger avec vous, d'échanger avec le monde du courtage. Et on s'aperçoit chaque jour que vous avez tout un tas de questions sur la médiation, sur le traitement des réclamations, sur comment tout ça fonctionne. Donc là, vous avez la chance de pouvoir échanger avec Karim et avec Arnaud. Donc vraiment abusez. Hein. Ils sont là pour vous. C'est vraiment un moment extrêmement important. Donc voilà, vous avez le chat, profitez-en. Eh bien, je vais laisser la parole à Karim et à notre invité. Et puis, bah, c'est parti pour une heure tous ensemble. Bien, merci Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Arnaud. Bonjour. On est très heureux d'accueillir la médiation de l'assurance aujourd'hui, puisque le traitement des réclamations est un vrai sujet d'actualité. Tout le monde sait que la règle a évolué suite à une recommandation ACPR dont l'entrée en vigueur a eu lieu donc en ce début d'année. Donc très souvent la médiation de l'assurance, alors moi-même en qualité de secrétaire général du syndicat Planète CSCA, les courtiers connaissent pas forcément la médiation de l'assurance, ils ne connaissent pas bien en tout cas, je ne vais pas dire qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas bien. Donc on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui, Arnaud, pour que tu nous parles de la médiation de l'assurance, pour que tu nous dises quel est le rôle du médiateur, hein, que tu nous décrives un peu l'organisation qui ne fait que croître depuis quelques années. La reprise en main de cette organisation il y a quelques années a permis de remettre à plat beaucoup de choses. Donc je pense que nos courtiers sont impatients de t'écouter, de leur décrire
le rôle, l'organisation et puis forcément l'actualité. On a eu les journaux en ont fait écho il y a quelques mois maintenant, notamment au travers de certains courtiers et compagnies d'assurance sur lesquels les assurés se plaignaient beaucoup. Tu es toi-même intervenu et tu as pris la parole. Donc, on est très impatient que tu nous dises ce que tu fais, comment tu le fais et avec quel résultat. Bon, je me permettrai de t'interrompre de temps en temps Bien si sûr, bien sûr. je me dis que tiens, là, Non, tu es mais il en faut train de me poser les perdre. questions. Ouais, d'accord, d'accord. Non, mais bien Voilà. sûr, avec plaisir. Non, il faut que ce soit interactif, que ce soit utile à tout le monde. Alors, juste évidemment, comme l'a dit Corinne, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, soit on y répondra au travers de notre échange, soit on y répondra en fin de séance. Je te laisse la parole, Arnaud. Ok, merci beaucoup. Merci Karim pour cette introduction. Merci Corinne. Alors, j'ai préparé quelques slides. Corinne m'a dit quelques slides, pas trop. Donc, peut-être, donc ça permettra de vous décrire ce que c'est que la médiation. Donc, qui sont nos adhérents? Donc, bon, malheureusement, comme vous le savez, le monde de l'assurance est un petit peu compliqué parce qu'il y a 3 codes. Le code des assurances, donc c'est la Fédération France Assureur. Le code de la mutualité, il y a la Fédération nationale de la mutualité française, les institutions paritaires, donc le code de la sécurité sociale. Bon. Donc nous, on a comme adhérents tous les assureurs du code des assurances, plus les courtiers qui appartiennent à certaines associations comme NDIA, comme Votre Asso, les gestionnaires de patrimoine d'Anacofi, assurance, des syndicats professionnels, le syndicat des agents généraux. Voilà, donc là, on a mis un gros chiffre, 30 000 adhérents. Alors, moi, j'appelle de mes voeux une unification des systèmes de médiation, puisqu'il y a encore un... Donc, nous, on a 30 000 saisines par an, on va le voir dans un instant. Il y a un médiateur de la FNMF, donc il y a 3 fédérations, il y a 3 codes, il y a 3 fédérations. Il y a un médiateur de la FNMF qui a 2000 saisines par an, et puis il y a un médiateur du CETIP qui a 1000 saisines par an. Alors, pour prendre un exemple, AG2R La Mondiale, nous, on est compétent pour la mondiale et le médiateur du CETIP est compétent pour AG2R. C'est un peu dommage, voilà, en termes de visibilité. Mais voilà, c'est la situation actuelle. Et bien sûr, cette slide permet de rappeler que tous les courtiers, bien sûr, il y a une directive européenne de 2013 qui a été transposée en droit français en 2015. Tous ceux qui sont au contact du grand public, qu'on soit dans l'électroménager ou dans l'assurance, doivent avoir un système de médiation. Ça, c'est ce que dit la loi. Et donc, vous pouvez avoir un système d'entreprise, mais comme on le voit là, le secteur de l'assurance a fait le choix de médiation sectorielle. Et donc, en tout cas, tout le monde doit appartenir, soit directement, puisqu'il peut aussi y avoir des adhésions individuelles à la médiation de l'assurance, mais plutôt via des syndicats professionnels, tout le monde doit avoir un système de médiation. Et de toute façon, dans les contrats commercialisés, vous devez indiquer qui est le médiateur que vous avez choisi. Donc voilà pour cette première slide. Alors je suis transparent sur qui me finance. La médiation est gratuite pour les consommateurs, donc pour les assurés. Ça c'est la loi française qui le dit. La médiation est gratuite pour les consommateurs. Et donc les médiateurs, que ce soit dans le tourisme, dans l'énergie, etc., dans la banque, dans l'assurance, les médiateurs sont financés par les professionnels. On n'a aucune subvention publique. Cette année, pour 2023, j'ai un budget de 7 millions d'euros. Et le principe, c'est pollueur-payeur. C'est-à-dire, si la CNP a représenté 9% des dossiers que nous avons eu à traiter en 2022, la CNP nous finance à hauteur de 9%. C'est le principe. Alors, je publie dans le rapport annuel qui est disponible sur notre site internet, bien sûr en accès libre. Je fais du name and shame soft, c'est-à-dire je dis qui me finance, et indirectement, ça veut dire il y a quelque chose qui est apparu à l'écran, mais indirectement, ça veut dire que voilà le volume de dossiers que nous recevons des uns et des autres. Alors là, sur cette première slide, on mélange les choux et les carottes, puisque on mélange assurance dommage et assurance de personnes.
Bon, déjà apparaît Chubb. Bon, voilà, c'est factuel. Alors, ils n'aiment pas qu'on dise Chubb fait partie de nos meilleurs clients. Bon, c'est les assurances de téléphone portable. Bon, voilà. Il est normal, bien sûr, que CNP, que Crédit Agricole, que AXA, que Covea soient dans ce classement, tout à fait normal. Ce classement dépend de la part de marché, et puis de la politique des services réclamation, qui vont plus ou moins filtrer ce qui va remonter à la médiation. Et sur la slide suivante, peut-être que l'on a voilà, la répartition, donc ça c'est peut-être encore plus intéressant pour vous, l'assurance dommage et l'assurance de personnes. Et comme la Fédération France Assureur a publié il y a 2 mois les parts de marché des uns et des autres, voilà, elle figure sur ce tableau. Et bon, bien sûr, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça vous donne une idée. Ça donne une idée. Je trouve que c'est intéressant de dire, on a reçu tant de pourcentage de saisines pour tel groupe et sa part de marché, selon France Assureur, elle est de celle-là. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on donne tort. Dans 68% des cas, en 2023, on confirme la position de l'assureur. Mais bon, pour ces maisons, c'est intéressant de voir si on est au-dessus ou en dessous de la part de marché. C'est un indicateur parmi d'autres. Voilà. Donc, je ne vais pas faire trop de commentaires sur ces slides. Simplement, là aussi, vous pouvez être étonné que Chubb représente 4% de nos saisines en 2022, que l'ASFAM représente 3% de nos saisines en 2022. Bon, c'est les assurances de téléphone portable. Donc, quand les acteurs disent qu'ils sont étonnés que... l'irritant, il est bel et bien là. Et donc, les avis du CCSF qui ont dû être pris, la décision de la CPR de retirer l'agrément à l'ASFAM, voilà, ça ne vient pas de nulle part. Bon. Voilà, en assurance. En revanche, Arnaud, oui. Comment est-ce que, puisque je vois sur l'assurance de personnes, Planète CSCA, Andia. Oui. Alors là, on a regroupé en fait tous les courtiers adhérents, de Planète CSCA en 2022, d'Endia en 2023. Donc c'est collectif, et collectivement, ça représente les pourcentages qui sont. D'accord. Clair. Après, si un courtier est intéressé, bien sûr, ça c'est l'addition de tous les adhérents d'Endia. On peut vous donner un chiffre individuel si vous le souhaitez, bien sûr. Et donc, on est plutôt, puisque là, on voit les pourcentages sont sur les 30 000 ou... oui, c'est comme vous voyez, sur les 42 premières semaines, donc ça doit s'arrêter à mi-octobre, quelque chose comme ça. Donc sur 2023, il y aura une baisse. D'accord. Et donc, on reçoit plus de réclamations ou en tout cas plus de demandes de médiation au niveau assurance de personnes ou assurance de biens? Le choc, donc là, on va le voir, je crois, après. On a un énorme choc en 2023. On est à 30 000 saisines par an. C'était 15 000 en 2020, au début 2020, quand j'ai pris mes fonctions. Avant la crise du Covid, c'était 15 000 saisines par an. Et le choc, il est avant tout sur l'assurance dommage. Il y a une petite augmentation en assurance de personnes, mais le choc que nous avons en 2023, c'est sur auto, habitation, téléphone portable. C'est avant tout sur ces produits-là. D'accord. Voilà. Alors, donc là, voilà d'où viennent nos saisines, nos 30 000 saisines. On peut passer à la slide suivante, Corinne, sur l'activité. Donc la slide suivante. Sur la slide suivante, voilà. On voit, alors, vous voyez la progression de notre activité sur les dernières années. Donc, ça commence début 2020, donc avant la crise sanitaire. Donc vous voyez qu'on a eu un premier choc avec la crise sanitaire. Beaucoup de gens donc nous interrogeant sur ma voiture a moins roulé, pourquoi est-ce que mon assurance auto n'a pas baissé, parce que vous n'avez pas une assurance au kilomètre. Les arrêts de travail, les personnes s'estimant personnes vulnérables, même si elles n'étaient pas en affection de longue durée, et demandant la prise en charge de leur arrêt de travail. On a eu les pertes d'exploitation des commerçants, donc
À cette occasion, en décembre 2020, il y a eu un accord entre Bercy et la profession de l'assurance pour élargir la médiation, qui est avant tout donc une médiation des particuliers. La directive européenne et la loi de 2013 et la loi française de 2015 qui l'a transposée concernent les particuliers. Et en décembre 2020, il y a eu un accord pour élargir la possibilité de saisir la médiation aux PME, artisans, commerçants, professions libérales, puisque bon, le cœur de la crise, c'était, vous vous en souvenez, notamment les commerçants, les restaurateurs. Donc, ça représente 4% de nos saisines aujourd'hui, les saisines provenant d'assurés PME. Donc, je trouve que c'est une bonne réforme, puisque on n'a pas été submergé, c'était une crainte des associations de consommateurs qu'on traite les PME au détriment des particuliers. Donc, ça ne représente que 4% de nos dossiers, et souvent, ça peut concerner aussi un dégât des eaux dans un commerce. Donc, souvent, les problèmes exprimés, souvent par des PME ou des très petites entreprises, ne sont pas très différents d'un particulier, c'est-à-dire que les gens n'ont pas une très bonne connaissance, ne connaissent pas grand-chose à l'assurance, ne connaissent pas grand-chose aux questions de droit, et on exprime un peu les mêmes problèmes qu'un particulier. Donc ensuite, vous voyez qu'on a eu un plateau pendant quelques années, on n'est pas redescendu, enfin quelques années, pas longtemps, et à partir de l'automne 2022, ça se remet à pousser très fort. Donc avant quand même l'entrée en vigueur de la réforme du traitement des réclamations qui est entrée en vigueur au 1er janvier dernier. Est-ce qu'on peut peut-être en 2 mots rappeler ce qu'a changé cette réforme ? Les assureurs et les courtiers ont désormais 2 mois pour répondre à une réclamation. La définition d'une réclamation, c'est un mécontentement exprimé par écrit. Il faut que le mécontentement soit exprimé par écrit. Ça, c'est la définition d'une réclamation selon la recommandation ACPR qui date de mai 2022. Donc 2 mois. S'il n'y a pas de réponse dans les 2 mois, l'assuré peut nous saisir. Alors, et bien sûr, et dans toute correspondance, dans le cadre de cette procédure de réclamation, vous devez indiquer qui est le médiateur. Et donc, les assureurs et les courtiers soulignent mieux qu'avant. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous tourner vers la médiation de l'assurance. Et le fait de mieux souligner qu'avant notre existence, ce qui est très bien pour que les consommateurs fassent valoir leurs droits, naturellement, mais enfin, à la conséquence que nous sommes à 30 000 saisines par an, là c'est 29 000 sur le graphique, mais il date d'une semaine, et le dernier chiffre, on est plus proche de 30 000. Et on anticipe qu'on sera à 30 000 sur l'année. Donc c'est un vrai choc pour nous, ce qui est peut-être une bonne chose en termes de droit du consommateur. Voilà, de procédures d'escalade, de réclamation, mais pour nous c'est un vrai choc. On est aujourd'hui 70 personnes à la médiation d'assurance, on va passer à 80, on se réorganise pour essayer d'être le plus productif possible, le mieux organisé possible, mais bon, on a des délais à tenir. Aujourd'hui, on répond en moyenne à peu près 7 mois, je ne sais pas si on l'a mis dans les slides suivants, mais voilà, pour nous c'est un vrai choc. D'accord. Et du coup, oui. Concrètement, quand on a un assuré qui saisit le service réclamation de l'assureur ou du courtier grossiste, peu importe, et celui-ci donc soit ne lui répond pas dans les 2 mois, soit lui répond dans les 2 mois. En tout cas, la réponse qu'il lui a apportée n'est pas satisfaisante. Et à ce moment-là, donc, il écrit au médiateur. Enfin, il écrit pas ou il écrit au médiateur. Et dès lors qu'il écrit au médiateur, est-ce que il y a un contact qui est pris avec l'assureur entre le médiateur, l'assureur, l'assuré? On va regarder. Non, absolument. On va regarder d'abord si le dossier est recevable. Pour que le dossier soit recevable, il faut effectivement que l'assuré ait suivi ce parcours. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il essaye de faire valoir ses droits auprès du professionnel, de l'assureur ou le courtier. Donc, on se tourne vers l'assureur pour vérifier, vous avez entendu parler de cette réclamation. Bon. Parmi les 30 000 saisines que je mentionne, certaines sont hors sujet. C'est-à-dire, en fait, on va répondre aux 30 000 saisines à la médiation d'assurance. Mais on s'aperçoit que le litige est avec la banque, pas avec l'assureur. Donc, on l'oriente vers le bon médiateur. Ou bien, on a des gens qui disent « je veux résilier mon contrat avec la Massif ». Ah bah, très bien, parlez avec la Massif. Pour le moment, il n'y a pas de litige. Donc, on répond systématiquement. Mais voilà, parfois, il y a des dossiers qui ne sont pas recevables.
Et quand le dossier est recevable, bien sûr, on se tourne vers les deux parties, l'assuré et l'assureur, pour dire fournissez-nous tous les éléments pertinents, les conditions générales, les conditions particulières, le certificat médical, enfin bon, tout ce qui peut être pertinent, le rapport d'expertise, tout ce qui peut être pertinent pour faire valoir, enfin, dans un cas, l'assuré faire valoir vos droits, et vers l'assureur ou le courtier, on dit mais expliquez-nous pourquoi vous refusez de délivrer la garantie. Et en fonction de ça, on va prendre une position. Donc, on est une médiation par l'expertise. On n'est pas une médiation par le rapprochement des points de vue. Hein, ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est-à-dire, on ne met pas les gens autour d'une table. On a 30 000 saisines par an et on est un peu plus de 70 aujourd'hui. Donc, on n'a pas le temps, et puis c'est pas la philosophie de ces médiations de la consommation, de mettre les gens autour d'une table et de dire on va prendre 2 heures et puis chacun va expliquer son point de vue et puis que chacun fasse preuve de bonne volonté, que chacun fasse un pas vers l'autre et pour essayer de trouver un compromis en étant finalement neutre sur l'aboutissement sur lequel arriver. Non, on a une médiation par l'expertise, c'est-à-dire que on dit aux deux parties donnez-nous vos arguments et nous, au regard du droit avant tout, mais aussi éventuellement en équité, je pourrais expliquer ça si vous voulez, on dit qui a raison dans le litige. Et on dit c'est l'assureur qui a raison ou c'est l'assuré qui a raison. Et on est quasiment systématiquement suivi par les assureurs quand on dit que l'assuré a raison et qu'il faut aller dans son sens. Mais peut-être on va le voir sur les slides suivantes. Ça va permettre de l'expliquer aussi. Donc on est saisi à 62% sur les questions d'assurance dommage en 2022. Je pense qu'en 2023, ça sera plutôt 2 tiers. Voilà, 2 tiers sur les questions d'assurance dommage. On peut passer à la slide suivante, Corinne, où donc on voit les raisons de la réforme et le choc. Donc on a 64% de dossiers à traiter en plus à fin septembre par rapport à la même période de 2022. Et je pense qu'on va finir à 70% de dossiers à traiter en plus. Et pourquoi la réforme a eu lieu? Parce que le taux de recevabilité auparavant n'était que de 34%, à cause de ces dossiers qui étaient irrecevables, parce qu'ils n'avaient pas encore été regardés par l'assureur ou le courtier. Voilà. Donc en réduisant le délai à 2 mois, on va faire progresser le taux de recevabilité qui va progresser, qui est aujourd'hui du côté de 50%, et qui va progresser à 2 tiers, à mon avis. Comme je l'ai dit, il y aura toujours des dossiers hors sujet. On sera saisi alors que c'est la banque qui est l'objet du litige. Mais voilà. Donc le choc sur le volume plus le taux de recevabilité qui augmente, ça fait qu'on va avoir, là on a déjà 64% de dossiers à traiter en plus par rapport à la même période de l'année précédente. Voilà. Sur la slide suivante, on vous rappelle, alors sur la slide suivante encore, on vous rappelle notre grille d'analyse, c'est-à-dire qu'en fait, peu nous importe ce que l'assuré exprime lors de sa saisine. L'assuré, il a le niveau qu'il a, il a souvent un niveau faible, bien sûr, en assurance et en droit d'une façon générale. Alors, on peut nous saisir aussi via une protection juridique, ça arrive très souvent. Protection juridique nous saisit pour le compte de son assuré, via un avocat, via une association de consommateurs. Mais ce que je voulais dire pour cette dernière slide de la présentation, je crois, il y en a peut-être encore une, c'est les juristes, ils vont regarder notamment ces sujets-là. C'est pas une liste exhaustive, mais ils vont regarder que l'assuré et soulever la question ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas place au doute sur la manière dont la garantie est formulée? Est-ce qu'elle est claire, cette garantie? Parce que s'il y a place au doute, le doute doit profiter à l'assuré. C'est pas simplement que le médiateur est sympa, c'est que c'est ce que dit le code de la consommation, le doute doit profiter au consommateur. C'est ce que dit le code civil, c'est l'assureur qui a rédigé le contrat. Et donc, c'est un contrat un contrat d'adhésion, pardon. Et donc, dans le cadre de ces contrats d'adhésion, si celui qui a tenu la plume a mal rédigé, que c'est pas très clair, le code civil nous dit il faut interpréter contre celui qui a rédigé. Et donc, on peut résumer ça, à la fois code civil et code de la consommation, dans cette phrase, le doute doit profiter à l'assuré. C'est typiquement, par exemple, des tableaux de garantie qui sont pas forcément bien rédigés. Que tu peux interpréter de plusieurs façons. Est-ce que la garantie s'arrête à 65 ans ou pas? Tu as des phrases contradictoires. On te dit qu'il faut l'assistance d'une tierce personne pour que ce soit considéré comme que tu sois considéré comme dépendant, perte d'autonomie.
et qu'en même temps, ça correspond à l'invalidité de catégorie 2 de la sécurité sociale, ce qui est contradictoire, c'est l'invalidité de catégorie 3. Donc, tu sais plus, ça correspond à la catégorie 2, catégorie 3. Alors, dans le doute, tu choisis catégorie 2 puisque c'est plus favorable à l'assuré. Donc voilà, tu as des contradictions entre ce qui est indiqué dans les conditions particulières, ce qui est indiqué dans les conditions générales. Tu as des phrases des conditions générales qui sont soit pas claires en elles-mêmes, soit qui se contredisent dans le même paragraphe. Bon, ouais, quelques paragraphes d'écart, donc tu dis, c'est pas très clair en fait ce qui est couvert par la garantie. Donc il faut choisir l'option la plus favorable à l'assuré dans ce cas-là, parce que bon, c'est ce que le droit demande. Les clauses d'exclusion doivent être précises, comme vous le savez. Donc, je me suis beaucoup battu depuis que j'ai pris mes fonctions. J'ai pas découvert le sujet. C'est les professeurs de droit des assurances qui m'ont dit quand j'ai pris mes fonctions en 2020 que les assureurs souvent ne respectaient pas les décisions de la Cour de cassation, ce que je trouve très choquant. On a tous intérêt à vivre dans un état de droit. L'image de la profession de l'assurance, vraiment, c'est terrible pour moi, pour l'image de la profession de l'assurance, de penser que les assureurs ne respectent pas les décisions de la plus haute juridiction du pays, quoi qu'on pense de ces décisions, et donc le défaut d'entretien de son habitation. Donc il y a des expressions que la Cour de cassation a censurées comme étant trop vagues. Donc quand l'assureur dit « je n'indemniserai pas », ce qui résulte d'un défaut d'entretien de votre habitation, la Cour de cassation, depuis 20 ans, a dit « c'est trop vague ». Si on vous dit clairement le bon entretien de votre habitation, c'est d'entretenir la toiture tous les 5 ans, qu'il y a un expert qui passe, c'est un contrat d'entretien de la chaudière. Bon, très bien, je sais à quoi m'en tenir, je sais ce que veut dire le bon entretien de mon habitation selon le contrat d'assurance. Mais si on ne me dit rien, c'est trop facile de dire je ne paierai pas le sinistre parce que vous n'avez pas bien entretenu votre habitation. On ne m'a pas dit ce que ça signifiait, bien entretenir son habitation. Oui, mais de la même manière, c'est très compliqué d'avoir une liste exhaustive. Quand je reprends ce que tu dis là, c'est très compliqué d'avoir une liste exhaustive pour caractériser le bon entretien d'une habitation. Et là, c'est un très bon exemple, en l'occurrence. Effectivement, il y a énormément de litiges autour de cela. Oui, mais tu as les conditions de la garantie, tu peux définir précisément ce que tu garantis, et puis tu as ce qui est exclu. Et là, tout ce que je dis, je suis pas du côté des fraudeurs, je suis pour que l'assuré soit impliqué dans la prévention du risque, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ce que je dis est très simple, c'est dès lors que la plus haute juridiction du pays a dit cette clause est illégale, défaut d'entretien de son habitation, défaut d'entretien de son auto, trop vague, on peut pas l'opposer à l'assuré. Voilà, c'est aussi, donc, soit vous dites par défaut d'entretien, voilà ce que j'entends, l'entretien de la toiture, qui doit se faire comme ça, tous les 5 ans, il doit y avoir un expert qui passe, l'entretien de la chaudière. Voilà. À ce moment-là, on sait ce que veut dire défaut d'entretien. Mais de laisser l'expression vague dans une clause d'exclusion, aussi vague que ça dans une clause d'exclusion, la Cour de cassation a dit, ça ne correspond pas à ce que demande la loi, des clauses formelles et limitées. Donc, moi je m'arrête là. Dès lors que la plus haute juridiction du pays l'a dit, il faut faire disparaître ça des contrats. Il faut s'ajuster d'une façon ou d'une autre. Définissez plus clairement dans les conditions de la garantie ce qui est garanti. Explicitez plus clairement si vous voulez le garder dans la clause d'exclusion. Mais voilà. De même, la négligence. Je n'indemniserai pas si le sinistre résulte d'une négligence de votre part. Et la Cour de cassation a dit c'est trop vague. Donc soit on définit ce que c'est que la négligence, ce qui n'est pas évident, soit il faut trouver une autre manière de dire ce qui est couvert, ce qui est exclu, pour que vous garantissiez ce que vous avez envie de couvrir, mais cette expression, la Cour de cassation l'a censurée. La maison doit être construite selon les règles de l'art. Vous mettez 2 experts dans une pièce, ils se disputeront sur ce que sont les règles de l'art. Voilà. Et en matière d'assurance de personnes, les troubles psychiques, expression trop vague, les autres mal de dos, voilà. Et vous savez qu'en 2021, la Cour de cassation, énervée de voir que les assureurs ne respectaient pas ces décisions, a durci sa jurisprudence en disant que s'il y a quelques mots de flou comme autre mal de dos dans une clause, toute la clause tombe. Ça, c'est très très important à avoir en tête. Et donc, y compris ce qui est précis, y compris sciatique ou dépression nerveuse. Donc, désormais, si vous avez 5 lignes avec des mots précis, mais troubles psychiques à côté ou autre mal de dos, les 5 lignes tombent. Donc, c'est très important de revisiter les contrats pour que toutes ces expressions censurées par la Cour de cassation disparaissent. Il faut s'adapter d'une façon ou d'une autre.
Mais il y a un tas de gens qui y parviennent, donc je suis sûr que, enfin, je veux dire, tous me disent qu'ils font disparaître, enfin, AXA notamment, on a parlé, mais bon, d'autres. Donc, enfin, je suis persuadé que, voilà, vous allez y arriver pour ceux qui auraient encore. Et en tout cas, il faut faire disparaître des contrats ces explorations floues, et puis cesser de les opposer aux assurés, parce qu'elles ont été censurées par la Cour de cassation. L'opposabilité des documents contractuels, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est-à-dire souvent les assurés nous disent « je suis au courant de rien ». Je suis pas du tout au courant de cette exclusion, je suis pas du tout au courant que j'ai été accepté que pour l'accident et pas pour la maladie. Bon, alors, est-ce qu'il a signé les conditions particulières? C'est quand même mieux hein, que les conditions particulières soient signées. C'est pas la fin du match, mais enfin, c'est quand même embêtant quand elles sont pas signées. Et puis ensuite, le renvoi aux conditions générales doit être précis. Hein. C'est pas les conditions générales du contrat massif habitation. C'est les conditions générales du contrat massif B022 de septembre 2021. Parce que sinon, la Cour de cassation dit je vois que vous parlez d'un contrat habitation, mais je ne sais pas de quelle année. Je ne sais pas exactement à quel document vous vous référez. Et donc, on ne peut opposer aucune limitation. Je vois qu'il y a un contrat d'assurance, je vois qu'il y a des primes qui sont payées, mais on ne peut opposer aucune limitation. Et donc, ni franchise, ni exclusion, ni plafond de garantie. Voilà, donc ça a des conséquences très lourdes si on ne peut pas opposer les documents contractuels. La fausse déclaration, bon, c'est quelque chose qui revient très souvent, où l'assureur dit vous m'avez menti dans la description du risque à la souscription. Alors pour que l'assureur puisse dire qu'on lui a menti, encore faut-il qu'il ait posé des questions précises. Sinon, on ne peut pas dire qu'on lui a menti. Donc, sur le questionnaire de santé, par exemple, en assurance emprunteur, est-ce que les questions étaient claires bon. Et on a donc souvent cette problématique où l'assureur va opposer L113-8, c'est-à-dire la fausse déclaration intentionnelle, et donc parfois L113-9, fausse déclaration non intentionnelle. Bon. Voilà, il faut aussi mettre l'assuré en situation de pouvoir déclarer son risque, c'est-à-dire sur l'assurance habitation, par exemple, où on lui demande de décrire le nombre de pièces de sa maison. Ben encore faut-il l'aider à faire sa déclaration, c'est-à-dire est-ce qu'il faut compter le sous-sol, est-ce qu'il faut compter le garage, bon. Et si on ne l'a pas aidé à faire sa déclaration, on ne peut pas dire qu'il a menti sur le nombre de pièces, qu'il aurait dû dire qu'il y en a 6 et non pas 5 comme il l'a fait, quoi. Donc, vous voyez, bon, voilà. Bon, donc cette question revient souvent. Puis bon, je vais peut-être pas tout détailler, le devoir de conseil, j'étais mal conseillé. Bon, ça revient très, très, très souvent. On pourra y revenir si vous voulez, on pourra parler de l'équité si vous le souhaitez. Oui, peut-être la partie devoir de conseil, puisque là, comme tu le sais, on a surtout donc des courtiers et c'est un sujet qui est central pour le courtier. Oui, on peut. Alors, donc, j'en dis un mot, Karim. Oui. Non, cette problématique du devoir de conseil revient très souvent. Très souvent, l'assuré dit voilà, si j'ai souscrit des unités de compte, que les marchés ont baissé, j'ai été mal conseillé. Bon. Alors, si c'est des conversations orales, nous on peut pas donner suite. Alors, mais c'est un sujet effectivement très très important. Devoir d'information, remise de la documentation précontractuelle, devoir de conseil. Nous, on ne va pouvoir aller dans le sens de l'assuré que s'il y a des écrits. C'est-à-dire si l'assuré peut nous prouver que pour les soins dentaires, par exemple, pour les soins de santé, les frais de santé, il a dit qu'il voulait absolument être couvert pour les frais d'orthodontie. Bon, et que le contrat qu'on lui a fait souscrire ne couvre pas les frais d'orthodontie. Alors là, s'il peut dire, il avait envoyé un email à son courtier disant je souhaite que mon contrat couvre ceci, et puis là, on peut dire là manifestement le courtier n'a pas bien fait son travail puisqu'il lui a proposé un contrat qui ne couvrait pas ce que cet assuré avait explicitement demandé. Ou bien si l'assuré peut dire écoutez, le courtier a fait une visite de risque, ou l'agent général, et il a bien vu qu'il y avait des animaux sur ma propriété, des chevaux, et où je lui en ai parlé, et puis il m'a proposé un contrat où les dégâts faits par les animaux sur la propriété du voisin n'étaient pas couverts. Là, on peut dire, bon, manifestement, le courtier a mal
mal fait son travail. Enfin, on va dire qu'il y a eu une perte de chance de souscrire un contrat plus approprié. Alors, donc, mais il est quand même assez rare qu'on arrive à démontrer que le devoir de conseil a été mal fait. Cependant, je pense que c'est un grand sujet et qu'il y a quand même une part de vérité dans les protestations des assurés. Il y a un devoir de mise en garde, il y a un devoir d'alerte que doit avoir le distributeur d'assurance. Il y a beaucoup d'incompréhension chez les assurés. Alors bien sûr, personne ne lit son contrat, vous le savez bien. Mais ça veut dire aussi qu'on fait confiance, que les assurés font confiance à leurs interlocuteurs. Et il y a beaucoup d'incompréhension sur certains mots comme invalidité, accident, effraction, où les gens disent « mais attendez, comment se fait-il que l'invalidité au sens du contrat d'assurance ne soit pas la même que celle de la sécurité sociale ? J'ai une carte tricolore, invalide de catégorie 2 souvent, j'ai la carte tricolore disant que je suis invalide, envoyée par la Sécu, et vous me dites, et l'assureur me dit que je ne suis pas invalide au sens du contrat. Comment est-ce possible ? Alors c'est vrai que c'est marqué dans le contrat, que l'assureur n'est pas tenu par les définitions de la sécurité sociale, mais est-ce qu'on a pris le temps de bien expliquer à l'assuré au moment de la souscription, vous savez, notre définition n'est pas la même que celle de la sécurité sociale. Honnêtement, je ne crois pas. On a beaucoup, et donc on va donner raison à l'assureur. Le contrat prévoit ceci, et vous n'êtes pas invalide au sens du contrat. Bon. Le mot accident suscite beaucoup d'incompréhension sur les contrats accident, garantie accident de la vie, ou décès accidentel. Souvent, dans les contrats d'assurance, un accident, c'est quelque chose qui va être soudain, imprévisible, non souhaité par l'assuré, qui résulte d'une cause extérieure, et qui parfois doit être brutale. Alors, chacun de ces mots, on peut en discuter, et je suis assez persuadé que on n'a pas pris le temps à la souscription d'expliquer à l'assuré que pour que ce soit considéré comme un accident, il va falloir remplir toutes ces conditions. Et donc les gens s'étonnent, et je les comprends, et je suis vraiment tenté d'aller dans leur sens, mais bon, mon équipe me retient, me dit non, faut qu'on donne raison à l'assureur. Mais donc aujourd'hui, si vous êtes tombé de l'échelle, l'assureur, et que personne vous a secoué l'échelle pour vous faire tomber, l'assureur peut dire non, il n'y a pas de cause extérieure, et donc ce n'est pas un accident au sens du contrat. Alors que dans le vocabulaire de la vie courante, bien sûr que tout le monde va dire, il m'est arrivé un accident, je suis tombé de l'échelle. Bon. Voilà. Donc, il faut vraiment passer du temps à expliquer à l'assuré ce qui est contenu dans le contrat, et quand le vocabulaire utilisé, bien sûr au nom de la liberté contractuelle, l'assureur peut proposer que le mot accident signifie ceci dans le contrat, ou le mot effraction. Et puis dès lors que l'assuré a signé, les deux parties se sont entendues pour dire que dans le cadre du contrat, le mot accident signifiera ceci. Mais je pense que dans l'immense majorité des cas, personne n'a attiré l'attention de l'assuré là-dessus. Et ensuite, au moment du sinistre, on voit l'incompréhension. Et bon, au total, c'est pas excellent pour l'image de l'assurance. Aujourd'hui, on a de plus en plus donc d'assurés qui souscrivent des contrats sur Internet. Et alors, c'est encore moins évident, puisque sur Internet, la seule chose qu'ils vont rechercher, c'est la rapidité. Oui. Non, mais l'assuré a sa part de responsabilité aussi. L'assuré doit lire le contrat, doit essayer de le comprendre, et doit exprimer ses besoins. Enfin, je veux dire, c'est le rôle du distributeur d'assurance de le faire exprimer ses besoins. Mais bon, bien sûr, l'assuré doit contribuer. Chacun doit se sentir responsabilisé. Mais voilà, ces problématiques reviennent effectivement souvent, mais il est difficile de montrer que le devoir de conseil a été mal fait. Mais en tout cas, je vous conseille très fortement de dire « je vous ai proposé l'option 2, vous n'en avez pas voulu, vous avez proposé l'option de base, vous avez préféré l'option de base, très bien ». Mais de vous couvrir, bien sûr, en disant « je vous ai parlé de prendre des garanties plus couvrantes, vous avez préféré ne pas les prendre ». Voilà. Et puis on a peut-être une dernière slide, Corinne, qui doit être... Alors non, il y en a. Okay. Alors, en revanche, Arnaud, je vais juste me permettre d'intervenir, et on a eu quelques réactions. Effectivement, aujourd'hui, on a une majorité de courtiers qui sont avec nous. Ce que je comprends dans ce que vous disiez, c'est que
dans leur devoir de conseil, dans le document qu'ils doivent remettre à l'entrée en relation avec leurs clients, ou en tout cas dans le document qui va accompagner la souscription de leur contrat, il faut impérativement finalement détailler quelque part les échanges qui ont eu lieu entre le client et le courtier par rapport à un choix de garantie, par rapport par rapport aux Oui, besoins de l'assuré, parce que oui, euh, bah, au fond, c'est du bon sens. Bon, vous avez les obligations, devoir d'information, hein, mhm, information pré-contractuelle. Il faut avoir remis les documents à l'avance pour que les gens, normalement, prennent le temps de la réflexion. Bon, devoir de conseil. Mais au fond, là, il y a une recommandation de la CPR sur la gouvernance des produits qui est sortie tout récemment. Mais tout ça, au fond, c'est du bon sens. C'est-à-dire, au fond, c'est une attention sincère aux, aux besoins de votre assuré. C'est-à-dire s'intéresser à lui, lui faire exprimer ses besoins. Voilà, donc ça veut dire passer un peu de temps avec lui. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Enfin, on peut parler d'Internet, bon, des souscriptions directement par Internet. Moi, je trouve qu'investir 10 minutes, un quart d'heure pour l'assurer à discuter avec un être humain et à exprimer ses besoins et à être sûr qu'on a souscrit le produit qui correspond à ses besoins, c'est du temps bien investi. Donc moi, je suis très négatif, disons, quand je donne des interviews. Bon, vous aviez Limonade, par exemple, qui n'a guère percé en Europe, manifestement, mais qui disait avec moi, vous allez souscrire en 1 minute 30 de votre contrat d'assurance habitation. Bah, qu'est-ce qu'on a compris en ayant fait 4 clics et en ayant souscrit en 1 minute 30? Alors effectivement, la machine le permet en disant vous habitez 72 rue des Fleurs, je connais l'immeuble, il a été construit en telle année, vous habitez le 4e étage et je vous donne une tarification pour 60 mètres carrés. Mais franchement, c'est pas sérieux. Enfin, qu'est-ce que l'assuré a compris du produit qu'il a souscrit? Alors, parfois, les assurés vivent dans l'illusion que c'est des commodities, comme on dit, et que qu'on prenne son assurance auto chez l'un ou chez l'autre, c'est pareil, c'est la même chose partout. Bon, ben non, c'est pas la même chose partout. Moi, je peux vous dire, enfin, et les courtiers le savent bien, en ayant une vue du marché, et nous, on est à la médiation de l'assurance. Non, tous les contrats d'assurance auto, tous les contrats d'assurance habitation sont pas les mêmes. Et il y a des contrats plus ou moins couvrants, naturellement, et qui protègent plus ou moins. Et tout particulièrement pour des ménages dont les revenus sont modestes, je dirais que c'est peut-être contre-intuitif, mais je plaide qu'il faut souscrire une bonne assurance. Enfin, plus vous avez des revenus modestes, plus il faut que l'assurance protège bien. Un ménage aisé pourra puiser dans son épargne, dans son assurance vie, pour réparer la voiture, pour faire face aux dégâts des eaux dans le logement. Alors qu'un ménage modeste, il a vraiment besoin que l'assurance prenne en charge. Alors faire des assurances pas chères, ça on le voit bien. C'est pas dur de faire des assurances pas chères, elles couvrent pas grand-chose. Vous l'avez sur les assurances annulation de voyage, par exemple. C'est pas cher, mais ça marche quasiment jamais. Donc, faire une assurance pas chère, c'est pas dur. Mais ce qui compte, je pense, si on aime le métier, enfin, il faut avoir la gamme de produits. Mais c'est des assurances qui protègent bien et qui, en tout cas, répondent bien aux besoins exprimés par celui qui est venu vous voir. Arnaud, j'avais une autre question, puisque d'ailleurs elle m'a été posée pas plus tard qu'hier, notamment dans le cadre des nouvelles recommandations à CPR. Il me semblait que du coup, depuis le 1er janvier 2023, un un prospect, pour le coup, pouvait porter réclamation, et que d'autre part, un représentant mandaté par un client pouvait porter également réclamation maintenant. Alors, nous, il faut qu'on ait un contrat. Nous, D'accord. les prospects, non. C'est-à-dire, nous, on va se prononcer sur le contrat d'assurance qui a été conclu entre l'assuré et l'assureur, notamment pour Mhm. savoir si la garantie doit être délivrée. Donc, s'il n'y a pas de contrat, nous, on n'est pas compétents. D'accord. Si quelqu'un vient nous dire c'est scandaleux, Groupama refuse de m'assurer, trouvez un autre assureur. Mais Mhm. enfin, voilà, on n'est pas compétent. Il Il n'y faut aura bien. pas d'intervention de la médiation à ce niveau-là. Non, non. D'accord. Par contre, un assuré peut être représenté, bien sûr. Il faut qu'il donne un mandat de représentation. C'est quand même mieux que ce soit formalisé par écrit. Il peut être représenté par sa protection, par un avocat, par une association de consommateurs.
par quelqu'un de sa famille, un frère, une sœur. Bon, voilà, un assuré, s'il estime que bon, il peut confier son dossier vis-à-vis de la médiation d'assurance à quelqu'un, comme je viens de le dire. D'accord. Parce que c'est vrai que et du coup, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au devoir de conseil, tout prend encore plus de sens finalement pour le courtier, puisque, on parlait de la découverte du client, de bien notifier la compréhension, Oui. Alors, nous de l'assuré. souvent, oui, souvent en fait, l'assuré, il saisit, enfin, il exprime un litige par rapport à l'assureur, pas par rapport au Mmh. courtier. C'est-à-dire, le courtier, ça va être vraiment la problématique du devoir de conseil. Mais Ouais. dans Mmh. l'immense majorité des cas, c'est pas ça, c'est pas le cœur du sujet pour l'assuré. Le cœur du sujet, c'est que la garantie soit délivrée. Oui. C'est qu'il soit indemnisé. Et donc, alors, il peut y avoir du ping-pong à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on lui dit, écoutez, on a regardé le contrat, bon, bah, le contrat, non, enfin, soit l'assureur a correctement délivré la garantie, il vous a indemnisé de la somme qu'il fallait, ou bien bon, bah, vous n'êtes pas couvert. Hein. Et ensuite, donc, ça c'est sur bon, la possibilité d'une indemnisation. Alors ensuite, si vous estimez que le devoir de conseil a été mal fait par le courtier, Mmh. qui vous a mal conseillé, alors il faut porter une réclamation, mais il faut suivre le même chemin. Il faut Mmh. faire une réclamation vis-à-vis du courtier pour dire vous m'avez mal conseillé, et ensuite, si on est mécontent de la réponse du courtier, s'il est adhérent chez nous, par exemple, s'il est adhérent dans le cadre de votre asso ou de NDA, à ce moment-là, on sera compétent pour regarder. Mais du coup, il faut faire deux fois enfin, puisqu'il y a quand même un circuit de réclamation à suivre. Il faut Bien déjà sûr. exprimer son mécontentement vis-à-vis du professionnel, puis saisir la médiation. Donc, si le mécontentement n'a été exprimé que vis-à-vis de l'assureur et pas vis-à-vis du courtier, voilà, il faudra qu'il reprenne la procédure vis-à-vis du courtier. Mais ça, c'est des problématiques qui arrivent souvent, c'est-à-dire, moi je l'ai vu, encore hier, j'ai vu un dossier d'assurance emprunteur de substitution, où l'assuré avait quitté le banque assureur pour un opérateur alternatif, et où, bon, c'était sûrement moins cher, mais c'était aussi moins couvant. Et ensuite, quand le sinistre était arrivé, il se plaignait d'être moins bien couvert. Mais nous, au regard du contrat d'assurance, l'assureur avait correctement fait son travail. Et donc, ce qu'on lui a dit, c'est, écoutez, bon, en l'occurrence, c'était un dossier avec meilleur taux. Bon, si vous souhaitez poursuivre, c'est vis-à-vis de meilleur taux qu'il faut vous plaindre. Mmh. Mmh. Et là, typiquement, on est clairement dans le devoir de conseil et l'obligation d'information, finalement. Oui, parce que, et il faut vraiment bien dire, dans le devoir de conseil, je suis sûr que tout le monde le fait, mais il y a le prix et il y a la qualité. C'est-à-dire, les gens trop souvent se focalisent sur le prix, mais évidemment, vous le savez tous aussi bien que moi, dans le cadre d'un contrat d'assurance, il faut voir l'ampleur des garanties. Mmh. Et donc, payer moins cher, c'est pas dur, oui, mais trouver un autre acteur dont l'assurance va coûter moins cher, c'est pas dur. Mais qu'est-ce que ça couvre? Et évidemment, au moment du sinistre, les gens réalisent que ils sont pas suffisamment couverts. Mais donc, c'est là où le devoir de conseil est fondamental, de dire, bon, il y a le prix, mais il y a aussi la qualité, bien sûr, et l'ampleur des couvertures. Et alors, bien sûr, à la souscription, les gens n'y pensent pas, et puis c'est au moment du sinistre que les gens regrettent d'avoir souscrit un contrat qui ne les couvre pas suffisamment. Est-ce qu'aujourd'hui, on a donc, alors, on voit depuis ces dernières années, c'est peut-être un peu, ça vient un peu en guise de conclusion, mais alors tu nous disais croissance de 60% du nombre de dossiers à traiter. Voilà, exactement, des demandes de saisine. Bon, finalement, en France, si on considère que chaque foyer a, je sais pas si c'est 2 ou 3 contrats d'assurance, j'ai plus la moyenne en tête, mais on doit être probablement, en tout cas, à plus d'une centaine de millions de contrats, peut-être même beaucoup plus. Oui, beaucoup plus, c'est même certain. Ces dernières années, on a vu apparaître
la RIA, on a vu apparaître la loi Lemoine, on a vu apparaître la loi Hamon, enfin un certain nombre de lois qui facilitent la résiliation des contrats, pour faire vraiment très simple. Et est-ce que finalement, toutes ces lois-là n'ont pas pour conséquence, notamment, du coup, d'augmenter le nombre de réclamations et incidemment le nombre de médiations? C'est-à-dire, tu permets aux consommateurs de mieux faire valoir leurs droits. Donc, les consommateurs sont mieux informés de leurs droits. C'est aussi dans un monde où voilà, les gens, je pense, sont plus au courant de leurs droits. Puis tu as les protections juridiques qui jouent leur rôle, qui disent je peux aussi vous aider à vous défendre, ou les avocats. Nous saisir est gratuit. Donc, alors ça, des fois on le regrette, parce que des fois il y a vraiment des gens dont on se dit s'il y avait 30 € de frais de dossier, ils ne nous auraient pas saisi, parce que vraiment c'est pour des questions minuscules. Donc des fois on est encombré par des gens, on te dit qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un, ils ont besoin d'être en procès ou en querelle avec quelqu'un, quoi. Mais bon, tu sais, on va aussi, on est aussi dans un mouvement où les systèmes judiciaires sont engorgés, comme nous le savons tous, et où donc les gouvernements, de façon constante depuis des années, cherchent à désengorger les tribunaux en développant les formes de médiation. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a présenté en début d'année ce qu'il appelle la politique de l'amiable. Donc, pour désengorger les tribunaux. Vous savez que depuis la loi de 2019, pour les litiges inférieurs à 5 000 €, vous ne pouvez plus aller en justice directement, vous devez tenter une médiation. Donc, que ce soit dans le tourisme ou dans l'assurance. Donc, tous les médiateurs ont vu leur activité progresser. Donc, si tu veux, je pense que tu as la conjonction des tribunaux encombrés, et on essaie de développer les formes de médiation qui effectivement sont plus souples, plus rapides, même si on a des progrès à faire. Nous, c'est en 7 mois en moyenne que l'assuré a une réponse, qui est donc c'est en moyenne. Dans 42% des cas, on répond dans les 3 mois, mais on a des dossiers qui ont 1 an ou plus d'1 an sur la prévoyance. On est plus en difficulté sur la prévoyance que sur l'assurance dommage. Et donc c'est trop long, je suis d'accord, mais c'est beaucoup plus rapide que la justice. Donc d'un côté, tu veux désengorger les tribunaux, de l'autre côté, tu informes mieux les consommateurs sur l'existence de leurs droits, tu leur permets de résilier plus facilement, effectivement, etc. Donc la conjonction de tout ça fait que on se tourne davantage vers nous. Alors, bon, comme on le dit souvent, moi, avec 30 000, c'est un choc, puisque je n'ai là que 70 personnes et on vient de 15 000. Après, tu peux dire aussi, 30 000, c'est pas grand-chose par rapport au nombre de millions de contrats que tu as rappelé. Je crois que ce qui est intéressant, c'est au fond les irritants, parce que les gens qui viennent vers nous, ce sont les gens qui ont le plus d'énergie, ce sont les gens qui ont la capacité, la volonté de se battre, voilà. Donc, pour un qui nous saisit, combien qui ont été un peu découragés de le faire, même si depuis la réforme du 1er janvier, c'est un petit peu plus facile de nous saisir qu'auparavant. Donc, ce qui est intéressant, je pense, c'est de regarder le type de dossier sur lesquels on est saisi comme révélateur des irritants de la profession. Parce que, effectivement, tu peux dire 30 000 saisines, c'est pas grand-chose. Oui. OK. Corinne, on va peut-être répondre aux 2-3 questions qu'on a vues. Alors, c'est ce que j'allais vous proposer. Alors, on a une question de Sonia qui nous demande si on peut lui confirmer qu'elle ne peut pas représenter un de ses assurés auprès d'une. Alors, elle a un assuré qui a 2 courtiers, dont Sonia, qui est notre auditrice aujourd'hui, et apparemment cet assuré n'est pas très satisfait de l'activité de son autre courtier et a demandé à Sonia de porter réclamation en son nom. Et Sonia nous demande finalement si elle peut représenter cet assuré. Si elle a un mandat de représentation, oui.
Il faut que l'assuré Il n'y lui aura signe pas de que conflit d'intérêt, Arnaud? Enfin, alors ça, vraiment, pour le coup, un courtier, finalement, peut représenter un assuré vis-à-vis de la médiation. euh, vis-à-vis de la médiation contre un autre assuré. C'est ce que, Non, pour une réclamation. alors même que le contrat n'est pas souscrit par son intermédiaire. C'est ce que je comprends. Exactement. Oui, enfin, écoute, si cet assuré dit je confie un mandat de représentation à Madame un tel pour me défendre, enfin, voilà, bah, on le prendra. Oui. Enfin, Dès lors voilà, qu'il y a c'est un une réponse. mandat. Oui, il faut qu'il y ait un écrit. Clair. On a une autre question de la part de Karim qui nous dit est-ce que le fait de souscrire, de refuser de souscrire un contrat, alors on a un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais est-ce que le fait de refuser de souscrire un contrat à un prospect pour des garanties qui sont trop faibles par rapport aux conseils que le courtier a apportés peut être considéré comme un refus de vente et peut-être soumis à de la réclamation? Enfin, ça ne pourra pas venir chez nous et donc non, ça prospérera pas parce que, enfin, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait un contrat d'assurance. Non, bah, aujourd'hui, quasiment personne n'arrive pas à s'assurer. Enfin, vous avez les rapports du BCT, le Bureau central de tarification, qui montrent que quasiment tout le monde trouve à s'assurer, que ce soit en auto ou en habitation, enfin, pour les assurances obligatoires. Donc, non, bah, très bien. Enfin, c'est la liberté de l'assureur ou du courtier de dire, écoutez, j'ai rien à vous proposer par rapport à... Bon, voilà, j'ai la liberté contractuelle. Donc, Oui, et puis il n'y a pas d'obligation de résultat. Enfin, je non, pense qu'on peut c'est peut-être pas parce que quelqu'un rentre rappeler. dans votre boutique que vous êtes obligé de l'assurer. C'était à l'époque le patron historique de la Massif, Jacques Vendier, qui disait qu'à la Massif, c'était une anecdote des années 60, ça, on regardait le comportement de l'assuré, s'il sentait l'alcool ou pas, puis en fonction de ça, voilà, on lui proposait un tarif démentiel en disant non, celui-là on n'en veut pas. Donc non, on n'avait pas d'obligation. Ça se pratique pas, Arnaud, ça, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors écoutez, avant de vous laisser la parole, Karim et Arnaud, pour la conclusion, effectivement, on a parlé beaucoup de réclamations, bien évidemment, on a parlé de la médiation. Quelques mots pour compléter la présentation de l'introduction sur Bubblein pour ceux qui ne nous connaissent pas. Comme je le disais tout à l'heure, Bubblein, c'est un outil qui, à partir de 4,90 € par mois, va donc vous proposer et vous mettre à disposition un certain nombre de supports tels que le CRM pour justement bien connaître vos clients, hein, parce que Arnaud le soulignait tout à l'heure, il est impératif pour les courtiers de bien connaître, merci Réjeanne, de bien connaître vos clients, votre portefeuille client. On en échange chaque jour avec vous, notamment lors des ateliers qu'on réalise régulièrement. Ce CRM qui va vous donner une vision globale de votre organisation, de votre portefeuille, de la relation avec vos mandataires ou encore de vos collaborateurs. C'est un outil qui va vous permettre aussi d'avoir accès à un tableau bord d'activités, de gestion des commissions et également un coffre-fort conformité. Alors, on a récemment, et vous avez dû le voir, mis en place un partenariat avec Endia pour justement vous accompagner, vous aider à synthétiser, à retrouver l'ensemble des documents nécessaires à la conformité d'une part, mais aussi au renouvellement de votre adhésion auprès des associations d'autorégulation, parce que Arnaud le soulignait en préambule, hein, on est aujourd'hui dans un métier qui se veut de plus en plus réglementaire, complexe également, et puis on a une diversité d'acteurs, que ce soit la médiation de l'assurance, que ce soit les associations d'autorégulation, que ce soit la CPR qu'on connaît depuis bien plus longtemps, mais en attendant, le fait de centraliser toutes les informations avec un seul accès, ça vous permet quand même de gagner énormément de temps.
Pour faire un focus sur la partie réclamation, il faut savoir que on a vraiment souhaité vous accompagner dans Bubblein dans la gestion, le traitement des réclamations, mais également dans la mise à disposition d'un répertoire de vos réclamations qui va vous permettre de le mettre à disposition, que ce soit des compagnies d'assurance ou encore des associations, puisqu'elles sont susceptibles de vous les demander, hein, notamment pour avoir une visibilité. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cabinet? Quelles sont les typologies de réclamations que vous avez eues? Comment vous les avez corrigées? Également, parce que une fois que vous avez eu la réclamation, c'est bien, vous l'avez traitée, c'est formidable. Mais quelle est la procédure que vous avez mise en place? On a également, et ça j'insiste, puisque dans Bubblein, vous avez accès à l'ensemble des replays des rencontres juridiques que nous réalisons. Et pour répondre à Sonia, effectivement, vous allez avoir accès à un replay hein, dans l'univers Bubblein. Vous avez l'ensemble des replays. Il faut savoir que l'année dernière, au mois de décembre, on a eu la chance de recevoir Anne-Julie Giraud qui nous a expliqué le fonctionnement des nouvelles recommandations de la CPR au niveau du traitement des réclamations, donc qui fait sens avec ce que Carnot vient de nous exposer. Hein, vous allez retrouver tout ça. Et puis enfin, comme on le disait tout à l'heure, Bubblein, c'est aussi cette fameuse marketplace qui vous fait gagner un temps fou lors de la tarification, de la souscription. Et surtout, dans cette marketplace, vous avez cet outil de fiche de renseignement dans lequel vous allez pouvoir écrire et faire signer en signature électronique le recueil de besoins du client, pourquoi vous lui avez fait cette proposition plutôt qu'une autre, quels sont les éléments sur lesquels le client s'est attaché et quels étaient ses besoins. Et comme le document est signé en signature électronique, comme disait Arnaud, vous avez un écrit finalement et vous serez bien évidemment protégé. Vous avez dû voir apparaître quelques petits pop-up, hein, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Aujourd'hui, Bubblein, c'est plus de 800 utilisateurs. Vous pouvez bien évidemment nous contacter. On sera absolument ravis de vous apporter toutes les réponses à vos questions. Avant de vous laisser la parole, Arnaud et Karim, merci beaucoup pour cet échange qui a été fort instructif j'ai encore appris plein de choses. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Corinne, merci Arnaud en tout cas pour ta présence sur cette heure. Je pense qu'effectivement ça contribue à mieux faire connaître la médiation auprès du monde du courtage. Hein, pour encore une fois pour le vivre moi à l'intérieur au travers des soit d'Andia, soit de Planète CSCA, on voit bien que les gens sont pas forcément familiers, il y a même parfois un peu de crainte injustifiée. Donc le fait d'être présent comme ça, Arnaud, et de présenter aussi simplement, mais aussi clairement la médiation, je pense que ça a permis d'apporter un éclairage très fort à l'ensemble de nos courtiers. Peut-être je dis juste un mot, suivez-nous sur LinkedIn. On a une page de la médiation, on publie des études de cas. Accessoirement, suivez-moi. Vendredi 16h, je publie toutes les semaines une chronique de la médiation. Suivez-nous sur Internet. Enfin, voilà. Donc, sur notre site Internet, on publie les études de cas. Bon, ça peut vous être utile. Merci. Je vous dis à très bientôt et passez une excellente journée. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye. Au revoir.